des formes fléchies d'un mot, par exemple d'avoir le pluriel des noms, ou les formes verbales, enfin les formes conjuguées d'un verbe. Et puis à l'inverse, d'identifier le lemme à partir de n'importe quelle forme fléchie. Et puis ensuite, il y a également d'autres utilisations, d'autres liens en fait. D'une part, d'avoir des informations sur les langues de spécialité, sur des graphies savantes ou des ligatures, d'avoir également des précisions sémantiques, et puis la connexion avec deux ressources externes, NeoVeil et France Terme. Donc ça, je vais vous montrer ça, et puis ce sera le module suivant, donc NeoVeil. Donc on va passer aux démonstrations. Attends. Voilà. Voilà. Voilà, donc ici, vous avez l'interface. Donc l'interface, on pourra également vous la communiquer. Donc ici, c'est, si vous voulez, il y a une interface de consultation qui est en libre accès, et puis une interface d'édition pour les éditeurs du dictionnaire qui permettent en fait de modifier des entrées. Donc là, on attend que ça charge. Alors, ça c'est l'effet démo. Oui, l'effet démo. Je l'avais mis sur la page suivante, en fait, tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez l'ensemble des entrées. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est que vous avez une forme inconnue. Vous voudriez savoir quelles sont les analyses qu'on peut faire. Donc vous tapez par exemple avion au pluriel qui, comme vous le savez, peut avoir plusieurs analyses. Donc si je fais rechercher, vous allez voir en fait apparaître très bientôt les différentes analyses du mot. Voilà. Donc vous l'avez une première analyse en tant que nom et puis l'autre évidemment en tant que verbe, avec le verbe avoir en fait à l'indicatif imparfait et ici comme nom masculin. Donc vous avez des informations complémentaires qui peuvent s'afficher ensuite. Donc vous pouvez faire en fait la recherche à la fois par forme et puis on peut aussi travailler à l'inverse en fait en tapant un verbe et en ayant en fait par exemple l'ensemble de ses conjugaisons. Donc là je ne vais pas vous présenter cette fonctionnalité. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il y a également un lien en fait vers des corpus pour vérifier par exemple le nombre d'occurrences et l'évolution du terme en corpus. Donc là, je vais retourner dans l'interface. Pour l'instant, ça va en fait. Sinon, je vais faire une recherche. Donc là, je vais juste vous montrer, en fait, vous voyez les ressources externes. Si je clique ici, vous allez avoir, en fait, là, c'est un lien, en fait, vers NeoVeil qui vous donne, en fait, dans ce corpus, que je vais vous présenter dans une minute, qui vous permet de voir l'évolution, en fait, de ce terme. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas spécialement intéressant parce que le terme, en fait, reste avec une utilisation constante dans la période contemporaine, mais vous allez pouvoir voir, par exemple, que avion, ici, se retrouve dans 72 000 documents, avec 147 000 occurrences, et puis des contextes morphosyntaxiques, il y en a 509 différents. Donc ici, ça, je ne vais pas vous le présenter, mais c'est un lien vers NeoVeil qui va permettre, en fait, de suivre l'évolution dans le temps, en fait, des mots du vocabulaire. Donc, je vais revenir maintenant. Ça, c'est la première démonstration. Donc, le lien, en fait, vous l'avez sur le slide. Tu vas vers NeoVeil sur la présentation. Oui, voilà. Voilà, donc maintenant, je vais passer à NeoVeil. Donc, NeoVeil, c'est un outil d'extraction, de veille et d'exploration des néologismes. Donc, grosso modo, c'est un peu le complémentaire de Morphétique. Morphétique, ça permet de stocker et de décrire en fait les mots qui sont déjà en usage dans la langue. Et NeoVeil, lui, va permettre de détecter des mots nouveaux en fait qui apparaissent en corpus. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2007 et qui s'est enrichi au fur et à mesure en fait au gré de nouveaux projets, Néonaute, qui a permis de comparer en fait différents mots en fait en corpus. Et puis actuellement,
un double travail sur les anglicismes et leur diffusion d'ailleurs en polonais, en tchèque et en français. Et puis un autre travail également qui est mené sur la néologie sémantique, là, qui est beaucoup plus complexe à saisir, puisque il faut, dans ce cas-là, on travaille sur des formes déjà existantes, donc il est beaucoup plus difficile de détecter une évolution sémantique. Donc actuellement, le projet NeoVeil fonctionne sur 11 langues. Il est extensible avec deux grands processus. Les processus qui vont se dérouler en continu, on va récupérer en fait de façon journalière des infos sur le web, généralement des sites de presse. Donc on a 400 sources pour les 10 langues en fait qui sont entrées, et tous les jours en fait on va voir un petit peu les pages nouvelles. Ensuite on stocke toutes ces données textuelles dans un moteur de recherche, et puis on extrait automatiquement des néologismes qui deviennent des néologismes candidats. Et l'intérêt en fait de la plateforme, c'est non seulement tout ce qui est extraction automatique, mais également en fait une plateforme web qui va permettre aux utilisateurs de définir des sites web à récupérer. On peut rajouter des sites web, qui va permettre de valider les candidats néologismes récupérés automatiquement, d'en faire une description linguistique et d'explorer en fait leur contexte et leur diffusion dans le corpus. Donc je vais passer maintenant à la démonstration. Oui, c'est là. Attends. Bon. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez, donc là, je me suis connecté. Hein, si vous souhaitez, il y a également une partie visualisable en fait à l'extérieur sans connexion, puis ensuite une partie éditable puisqu'il y a une édition en fait dans l'outil. Donc ici, par exemple, vous avez l'ensemble enfin, vous avez les dernières choses qui ont été récupérées en fait dans NeoVeil, donc hier pour le français. Alors attendez, je voudrais baisser l'écran. Est-ce que je vois pas le truc? Ok. Ok. Donc ici, bon, alors si vous voulez, des mots nouveaux, des formes nouvelles, en fait, il y en a évidemment par rapport à un dictionnaire de base, il y en a différentes sortes. Donc ici, vous avez un certain nombre d'exemples. Alors vous avez tout ce qu'on appelle en fait la morphologie dérivationnelle, c'est-à-dire non féminin. Vous comprenez tout de suite ce que ça signifie. Comme d'ailleurs après pompe, qui est également relativement facile à analyser, mais qui évidemment ne va pas être inclus dans un dictionnaire, qui sont ce qu'on appelle la morphologie productive, généralement avec des préfixes ou des suffixes, et puis à partir d'une base. Après, vous avez des choses comme muoti, j'imagine que vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, et moi non plus d'ailleurs. Et là, on va pouvoir accéder au contexte. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un composant en fait d'un terme latin qui désigne des tortues. Ensuite, vous avez aussi ici, autre exemple cytopathique, vous avez des choses très terminologiques qui arrivent en fait dans le domaine commun. Le bottlaner également, là c'est autre chose encore. Alors je vais me concentrer sur un exemple assez récent, Astro, à partir de Astro. Donc vous avez par exemple une chose qui est arrivée le 22/9, vous voyez, 2021, un astroviator. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un astroviator, mais j'imagine que vous pouvez le deviner. Donc ici, si on va voir le contexte, donc tous les astroviators devront être capables de réaliser le même type de tâches qu'à bord d'un astronef. Donc en fait, là, si on va voir la page source, en fait, bon, je ne vais pas y aller là, mais en fait, on a le lien vers la page source. C'est lié en fait aux missions qui ont été faites là dernièrement pour aller voir en fait, enfin les visites spatiales en fait par des touristes, c'est-à-dire par des civils, et non pas par des astronautes professionnels. Et en fait, ils ont donné ici le nom dans Futura Science de Astroviator. Vous trouvez un autre néologisme qui a été créé, qui est l'astrotouriste, qui est également que vous pouvez également avoir. Alors ensuite, ici, en fait, donc l'idée, c'est qu'on a tous les candidats néologismes qui arrivent. Donc les opérateurs humains agissent et disent, ah bah, ça c'est un néologisme ou ça c'est pas un néologisme. Et puis ensuite, on va se retrouver dans dans une base où on va avoir
Oula. Où on va avoir en fait les néologismes qui ont été validés par les experts linguistes et on va pouvoir justement les étudier. Donc là, je vais prendre juste un petit exemple. Donc ici, vous avez toutes sortes de choses en fait qui ont été repérées et qui ensuite sont décrites, la partie du discours, la catégorie sémantique, la base lexicale, et puis différentes informations. Et puis ici, donc là j'ai pris un exemple en fait avec la base bistrot, donc vous avez plein de choses en fait qui sont générées. Et je vais m'intéresser à bistronomie. Donc la bistronomie en fait c'est un mot valise entre un bistrot, donc le café typique en fait en France et notamment à Paris, et gastronomie. Et en fait c'est en quelque sorte une nouvelle tendance. Alors c'est une tendance en fait qui existe depuis 2004 et qui est ressortie dernièrement et qui désigne donc cette tendance. Donc ici, vous pouvez voir sur le corpus que le terme est utilisé de façon à peu près constante en fait depuis 2007. Alors vous avez également ici une vision des différentes formes avec bistronomie. Donc vous avez évidemment le nom commun. Vous avez bistronomique également qui est attesté. Voilà. Et puis vous voyez de chacun des mots en fait l'évolution. Donc là on voit que bistronomie, le nom est beaucoup plus répandu que bistronomique, même s'il existe. On a également une vision en fait par type de presse. Donc on voit que c'est déjà dans la presse générale depuis 2016, même si on le trouve également de manière non négligeable dans la presse féminine. C'est des tendances de mode en fait. D'ailleurs, vous voyez qu'au niveau des journaux, c'est le magazine Style qui est le plus représenté au niveau des occurrences. Ensuite, vous avez un outil qui vous permet d'étudier un peu ce qui se passe à droite et à gauche du terme. Donc là, par exemple, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour bistronomie, dans tous les exemples, dans toutes les occurrences suivies d'un adjectif, on va cliquer là et on va voir que ce qui est le plus fréquent, en fait, c'est bistronomie parisienne, une bistronomie bondissante. Alors, je ne sais pas quel est ce... Là, si on choisit celui-là, on va voir ensuite l'exemple. L'assiette, une bistronomie bondissante, réalisée à partir de légumes bio, etc. Donc, il parle en fait d'un café. Voilà, donc ça, c'est les différents outils d'exploration. Alors, je ne sais pas si je suis où là maintenant. Ça va, je suis dans les temps là, hein? Ouais. Oh oui, largement. D'accord. Alors, juste, je vais... donc ça, voilà, c'est des outils d'exploration. Alors, je vais juste vous montrer, en fait, deux autres choses, deux autres applications, en fait, qu'on a développées, notamment celle qui est plus récente. Alors, je voudrais repasser à celui-là. Donc ça, c'est une autre interface, mais qui reprend, en fait... celle de Néoveil, mais qui va un petit peu plus loin en fait dans la description. Donc là, l'idée c'est qu'on a récupéré en fait, on étudiait en fait les emprunts en fait à partir de l'anglais, en français, en tchèque et en polonais. Donc on a récupéré en fait, on a détecté en fait un certain nombre de formants, notamment en ING. Alors il y en a un certain nombre, il y a en ING, il y a donc, il y a par exemple learning et tous les composés, machine learning, working, coworking, etc. Et alors, on va avoir les mêmes outils, mais ce qui va être intéressant ici, c'est que très souvent, quand on récupère du corpus automatiquement et qu'on annote des choses, en fait, le système automatique n'est pas fiable à 100%, donc il faut pouvoir modifier les choses. Donc là, je vais vous présenter, par exemple, pour Binge, donc je vais aller dans les statistiques. Voilà. Alors ici, vous avez toutes les formations et puis je vais me concentrer sur Binge. Donc tous les formants à base de Binge. Donc ici, vous voyez en français par exemple, vous avez 5161 contextes qui ont été récupérés et puis vous avez en fait toutes ces formes-là
qui vont être attachés à cette série, binge watching, binge watcher, binge drinking, binge watcher, etc. Donc il y en a 200, hein, on va regarder un peu au hasard, mais il y en a un certain nombre. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez aussi accéder, donc là je vais me concentrer sur binge, avec un S, alors il n'y en a plus. Alors c'est ici, il faut que je tape. Voilà, donc vous avez notamment une forme binge avec un S, et en fait on pourrait se demander à quoi ça correspond. Bah, c'est que tout simplement, en fait, historiquement, il y a eu d'abord le binge drinking dans les années 2000, en fait, qui a été identifié dans des études médicales, en fait, en Angleterre, et ensuite ça a diffusé. Et puis ensuite, en fait, la notion de binge s'est étendue, en fait, quasiment à tous les pays d'Europe et a donné ce qu'on a aujourd'hui, le binge watching sur les séries télévisées, par exemple, le binge eating, etc. Et en fait, on est passé simplement à binge dans le sens, en fait, une sorte de maladie, en fait. Et là, avec binge, avec un S, en fait, il y a deux analyses qui vont être possibles. C'est que, alors là, évidemment, je ne vais pas avoir les bons trucs. Là, c'est avec le nom. Alors, je vais retourner là en vitesse. J'en ai pour 2 minutes. Hein. Voilà, on va retourner ici et comme ça, on va voir les exemples. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va voir, voilà, les exemples qui ont été validés. Donc, vous voyez ici, on a tu binge tout ça et on s'en parle. Donc là, il s'agit effectivement du verbe binger, en fait, en français. Toi aussi, tu binges probablement. Mais par contre, vous allez voir que ici, on a une forme. Alors là, c'est lié au Canada. Hein, peut-être que il faut regarder plus en détail. Mais ce sont des binges. Virgule, donc après on a une apposition qui est explicative, des compulsions alimentaires sans comportement compensatoire pour éliminer les calories. Bon, et donc là au niveau du nom. Donc là, ce qui est intéressant dans l'interface, c'est que on peut en fait assigner à chaque contexte en fait un sens, éventuellement d'autres informations comme le type de contexte. Notamment ici, c'est intéressant de savoir que dans cette phrase, il y a une définition en fait du terme. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui est fait dans NeoVeil. Alors, juste une dernière chose pour la comparaison, très rapidement. Si on prend justement toutes les formations avec Binge, là, vous pouvez voir en fait la comparaison entre les formations qui sont représentées en tchèque, en polonais et en français. Donc ici, ce que vous avez en ligne, là, ça signifie qu'en tchèque, bon, quand vous avez qu'un point noir, ça signifie que ce sont des éléments propres au tchèque. Et quand vous avez des liens comme ça signifie que c'est en tchèque et en polonais. Donc ici, ça signifie qu'en fait, les mots se retrouvent dans les 3 langues. Donc si on clique là-dessus, on va voir les mots en question et en fait, on retrouve binge, binge watchera. Alors d'ailleurs, je pense qu'ici, on n'a pas fait l'analyse, mais au niveau des exemples, je pense qu'il y a une déclinaison ou une flexion en fait qui ne correspond pas au français, parce qu'en français, c'est la forme future du futur, en fait, tu bingera ou il bingera, alors qu'ici, binge watchera, c'est sans doute une déclinaison ou une flexion. Voilà. Donc voilà un petit peu les outils de NeoVeil. Donc je vais passer la parole à Thierry qui va vous montrer le dernier outil SDMC. Bonjour à tous. Oui, donc je vais vous présenter un outil d'extraction de motifs dans les textes, SDMC, hein, donc c'est Sequential Data Mining Under Constraints. C'est un outil qui permet d'extraire des motifs, alors au sens de c'est une notion qui est issue de la foule de données. Alors, qu'est-ce qu'un motif séquentiel? C'est une suite ordonnée d'éléments. Alors, par rapport c'est assez proche des segments répétés ou des n-grammes. Un n-gramme ou un segment répété, c'est une suite ordonnée d'éléments qui vont être simples et contigus. Un motif séquentiel, ça va être aussi une suite d'éléments ordonnés. Hein, il y a une notion temporelle, c'est séquentiel. Mais aussi, on peut avoir des motifs qui sont constitués d'éléments multiples, qu'on appelle des item sets. Alors là, je vous ai mis un petit exemple. Hein. Le texte d'origine, c'est dans les grandes villes. On peut représenter dans
plus ajouter la forme, la catégorie morphosyntaxique, et puis avoir le lemme ou la forme, ou les deux à la fois. Et ça permet d'extraire des... Alors, ce qu'on appelle un motif, c'est aussi quelque chose qui est fréquent. Il y a une notion de fréquence. Donc, un motif, c'est défini comme une sous-séquence fréquente. Donc là, vous avez un motif dans le grand H, N, qui est un motif fréquent. Enfin, s'il est assez fréquent dans les textes pour être extrait. Il faut avoir quelques paramètres en tête. Donc, on a des contraintes qui permettent de réduire, parce qu'un des gros problèmes de la fouille de séquences, c'est qu'on extrait un grand nombre, un grand ensemble de motifs. Donc, on va avoir des contraintes qui permettent de réduire un peu l'ensemble des motifs extraits. Donc, une des contraintes, c'est la longueur, donc simplement le nombre de mots, en quelque sorte. La fréquence, qui est le nombre d'occurrences du motif dans le corpus considéré, et les gaps, qui sont des trous entre les éléments. Alors, je vous ai mis un petit exemple ici, deux expressions, les très belles villes et les grandes villes. Vous voyez que ce qui est commun, c'est les villes, avec un trou. Donc, si on fixe ce qu'on appelle un gap, c'est-à-dire un trou minimal de 1 et maximal de 2, on va obtenir comme motif les villes. Vous voyez, parce qu'entre les et villes, vous avez deux éléments. Entre les, sur le deuxième exemple, les et villes, vous avez un élément entre deux. Donc voilà, donc longueur du motif, fréquence, nombre d'occurrences, et puis le nombre de trous, en gros, minimal et maximal qu'on veut avoir entre les éléments du motif qu'on extrait. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, exemple d'application, et puis après, je vais vous faire une démonstration de l'outil en ligne. Alors ça, c'est un travail qui avait été fait avec Dominique Le Gallois sur l'étude des études stylistiques de la poésie, qu'on a comparé par rapport au théâtre et au roman du 19e siècle. Et ce que vous avez ici, les motifs que vous avez là, sont des motifs qui ont été extraits de la poésie du 19e siècle. Donc on voit alors l'étoile, c'est pour indiquer qu'il y a des éléments entre deux, mais qu'il y a un trou en fait. Est un qui, est un n qui, verbe, qui v, donc est un nom qui, verbe. Vous voyez que les réalisations, est un goéland qui bat de l'aile, je ne sais plus de quelle poésie c'est extrait, hein. Ta grâce est comme un luth qui, etc. Vous avez aussi le n, de n, le nom de nom qui, verbe dans, qui est très fréquent en poésie, hein, donc le vent du soir qui meurt dans le feuillage, la brise du soir qui pleure, etc. Donc là, on a utilisé la contrainte, c'est une contrainte de gap, hein, qui permet un peu de généraliser les motifs. Et puis, c'est une méthode contrastive, c'est-à-dire qu'on a extrait des motifs dans un genre, la poésie, et puis dans un autre genre, roman-théâtre. Et on a gardé les motifs qui sont les plus fréquents par rapport aux autres corpus. Donc, en gros, c'est les motifs qui sont au moins 2 fois plus fréquents dans un corpus que dans l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et ça permet de réduire le nombre de motifs et surtout d'extraire des motifs qui sont caractéristiques d'un genre. Donc, je vais passer à la démo. Ici. Attends. Vas-y. Voilà, donc ça c'est l'interface, hein, sur laquelle on tombe. Alors l'adresse, je vous l'avais ici, hein, c'est talunif-paris 13 SDMC. Donc ça c'est l'interface sur laquelle on tombe quand on lance le site. Il y a 2 interfaces en gros, hein. Une pour les gens qui font du data mining, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'outil pour l'analyse de corpus. Alors, il faut se connecter avec un compte, hein. Si vous n'en avez pas, l'utilisateur demande simplement dans le menu si vous avez demandé un compte, et puis on demande un compte, et puis une fois que le compte est créé, vous pouvez utiliser l'outil. Alors, vous allez voir l'utilité d'avoir un compte, c'est que quand vous lancez des requêtes pour extraire des motifs, vous êtes averti par mail que votre requête est terminée. Et après, vous pouvez aller chercher les résultats. Donc, l'interface ici est relativement simple. Elle a été conçue pour que des utilisateurs qui ne sont pas informaticiens puissent l'utiliser. Donc, il y a simplement les paramètres dont je vous ai parlé, plus quelques autres à remplir.
Donc, vous pouvez soit télécharger un nouveau corpus, dire dans quel format il est. Donc, il peut être ça peut être un texte qui est passé par un tree tagger, c'est-à-dire un analyseur morphosyntaxique, par Cordial pour le français, où on avait une demande aussi d'un latinis pour avoir une représentation sous forme de traits issus du latin. Vous choisissez la langue, mais ça c'est utile parce que il y a un analyseur, le tree tagger, qui est passé dessus, donc il a besoin de savoir la langue. Voilà. Et puis vous pouvez aussi charger un corpus, réutiliser un corpus que vous avez déjà chargé. Ensuite, il faut indiquer le type de motif. Hein. Donc vous avez 3 types de motifs, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Soit vous pouvez avoir des motifs d'éléments simples, donc avec que la forme du mot, soit éléments simples que le lemme, soit que la catégorie syntaxique, soit un mix des deux, c'est-à-dire des motifs qui vont contenir à la fois des catégories syntaxiques et le lemme du mot, ou le lemme du mot. Voilà, donc là je vais vous faire une petite démo en live, en ligne, avec la forme du mot seul. Alors, le type de représentation des motifs. On peut extraire tous les motifs fréquents. On peut réduire ça en prenant que les plus grands et en supprimant tous les sous-motifs, ou en gardant que les motifs les plus grands et en éliminant tous les sous-motifs qui ont la même fréquence. Donc si vous avez ABC qui est très fréquent, qui a une fréquence, disons, de 3, AB de fréquence de 2, ça veut dire que quand vous avez AB, vous avez forcément ABC puisqu'ils ont la même fréquence. Donc là, je vais vous faire ça avec les fermés. Ça réduit aussi le nombre de motifs. Le gap, j'en parlais tout à l'heure. Donc 0, 0, ça veut dire des éléments consécutifs. La taille, alors si vous mettez 1, la taille de 1, c'est des éléments, les mots. Donc là, je vais mettre 4 pour aller un peu plus vite. Taille maximale, là, ça n'a pas trop d'importance. Le support, donc c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'occurrences dans le corpus, minimal. Donc on veut que, par exemple, qu'il y ait, je vais mettre 4 pour être sûr d'avoir le résultat. Voilà, et puis c'est tout ce que vous avez à paramétrer. Et puis vous lancez le traitement, voilà. On vous indique que le traitement est lancé et que vous aurez un mail avec un lien qui vous indiquera l'endroit où récupérer les résultats. Vous pouvez aussi récupérer les résultats, alors, en haut à droite dans le menu, traitement, vous avez la liste des traitements que vous avez réalisés. Donc vous voyez qu'ici, voilà, j'ai lancé une extraction sur le Petit Prince à 13h33, oui c'est ça. Et donc vous pouvez afficher les résultats qui sont sous forme de... Ah oui, alors. Les résultats, ils sont là dans le téléchargement. Ah, ils sont dans le téléchargement, voilà. Qui sont sous forme de TXT, donc vous pouvez enregistrer le fichier TXT. Voilà. Et donc ça, ce sont les motifs qui ont été extraits avec, dans le Petit Prince, qui est vraiment un petit corpus, hein, le roman Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est un tout petit corpus. Donc vous avez le motif, chaque élément est entouré d'accolades. Hein, et puis vous avez le support, c'est-à-dire le nombre d'occurrences à droite. La présentation, elle est là. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je vais revenir à la démo. Comment je reviens? Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors ça, vous avez vu, ce sont des motifs extraits avec les formes simples. Donc un outil qui est assez pratique, c'est le concordancier qu'on a mis en place, voilà, qui vous permet de voir en contexte le motif qui est extrait. Donc toujours le même ensemble de motifs extraits à l'instant, là, celui-ci. Vous choisissez un motif. Alors vous avez la liste des motifs qui apparaît et vous pouvez afficher le concordancier. Voilà, je vais prendre un au hasard, je prends celui-là par exemple. Voilà, et vous avez le motif qui est affiché dans la phrase dans laquelle a été extrait le motif, avec le numéro de phrase. Vous voyez, par exemple, la phrase 249, 451, 787 contient ce même motif à une question une fois qu'il l'avait posé. Bien, alors je reviens au concordancier. Donc, vous voyez qu'avec un support de 4, j'ai 37 éléments. Mais alors, très vite, ça monte très très vite. Si j'avais mis un support de 3, j'aurais eu déjà 300 éléments en gardant un gap à 0,0. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer celui-ci qui a été fait avec des lemmes. Vous voyez, donc avec à peu près les mêmes paramètres, je passe de 300 au-dessus à 422 motifs.
Donc, je vais vous montrer les motifs que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez des motifs, mais avec les lemmes, donc un peu moins lisibles, mais vous en avez un peu plus. Ça veut dire que les lemmes sont une généralisation de la forme du mot, donc c'est normal d'en avoir un peu plus. Et puis, on peut toujours afficher dans le concordancier, on peut toujours afficher le contexte du motif qui est extrait. Donc, avec des lemmes, on peut s'amuser aussi à avoir... alors, les items 7, j'ai ça. Ouais, celui-ci, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, des items 7, là, je vais avoir 4592 sur un petit corpus qui est le Petit Prince. Donc, très vite, le nombre de motifs augmente. C'est un peu moins lisible, hein, effectivement. Vous voyez. On a un mixte dans les motifs d'éléments qui contiennent les lemmes et les catégories morphosyntaxiques. Voilà. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est 18. Voilà, ici, là, ça, ce sont des motifs qui ont été extraits avec une fréquence de 3. Vous voyez qu'avec les mêmes paramètres, j'ai 1134 motifs. Alors, quand je disais les mêmes paramètres, c'est pas vrai, vous avez un gap. Donc là, quand vous ajoutez un gap, vous augmentez le nombre de motifs. Et vous augmentez aussi surtout le temps de calcul. Voilà. Et donc, je vais vous montrer un motif qui est intéressant avec un gap, c'est le 95, voilà celui-ci. Voilà. Vous voyez ici un motif qui a été extrait, c'est le grand, donc en gros ça devait être la grande personne est bien contente, la grande, dans la première phrase. Deuxième phrase, la grande personne est bien étrange, et la troisième, la grande personne est décidément bien étrange. Donc ça permet de repérer des motifs avec des trous, des éléments qui sont adjoints à l'intérieur du motif. Un dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est aussi un travail avec... Ah, je vois qu'il y a déjà des utilisateurs. Alors, il y a un petit problème là sur la base de données pour envoyer les mails. Donc là, j'active. Il y a un petit problème avec la base de données pour gérer les mails qu'on va résoudre avec Roré très vite. Voilà. Un dernier exemple, c'est sur les Rougon-Macquart. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble des romans de Zola. Et avec mon collègue Dominique Legallois, surtout lui, il s'est aperçu qu'il y avait des répétitions de phrases entières ou d'expressions assez longues dans les Rougon-Macquart qui étaient sciemment faites par Zola. Donc, je vais vous montrer ça. C'est pas ça que je voulais. Non, c'est concordancier, voilà. Il y a où le Rougon? Oui, j'ai fait. Voilà, j'en ai fait une hier soir pour en avoir pas trop. Voilà. Alors ça, ce sont toutes les répétitions qu'il y a dans Zola, dans les Rougon-Macquart, et on voit qu'il y a des très grandes phrases qui sont répétées. Alors là, support 2, ça veut dire 2 fois. J'ai un exemple qui est assez joli. 145. Voilà. Un exemple qui apparaît 3 fois dans les Rougon-Macquart, et on va voir que... Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème sur le numéro de... Non, voilà, le numéro de phrase est ici, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'à la phrase 51 579, on trouve cette expression « venger des offenses très anciennes ». On la retrouve 2000 phrases plus loin, et enfin, à la 3000 phrases plus loin, on retrouve la même expression. D'ailleurs, c'est quasiment presque la même phrase. Vous voyez, soif, cette rancune amassée de mal en mal depuis la première tromperie au fond des cavernes est répétée 2 fois. L'expression est répétée 3 fois dans les Rougon-Macquart. Et pas forcément dans le même... Ça peut être dans le même roman, ça peut être dans des romans différents. Alors, c'est l'autoplagiat, mais c'est aussi revendiqué par Zola dans le courant naturaliste. Enfin, je ne suis pas du tout littéraire, donc je risque de dire des bêtises, mais c'était un peu pour illustrer le déterminisme social, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, donc j'en ai terminé, je vais résumer. Donc voilà, pour utiliser ça, l'interface est assez simple. À gauche, vous utilisez le concordancier comme je vous l'ai montré. À droite, vous avez le menu pour voir les traitements et le corpus. Utilisateur, ça c'est moi, que vous pouvez voir. Et puis, ouais, voilà. Et puis donc, les corpus que vous
que vous chargez restent sur le serveur, ce qui permet de les réutiliser assez facilement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je crois que aurait aussi encore des choses à dire sur Chantal. Chantal. Chantal, je ne sais pas si je peux, et après on passe aux questions. D'accord, vas-y. Donc, c'est quoi la phrase des vengeances, Les offenses. des offenses Ah, je sais. Fais retour, Charlie, peut-être que tu as... Encore. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe si je voudrais savoir si on venge des offenses très anciennes en faisant du binge drinking, par exemple, ou du binge watching d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je veux combiner SDMC et NeoVey? C'est-à-dire, par exemple, prendre un corpus journalistique, lancer des motifs et après chercher des néologismes. Donc, c'est pour ça qu'on a développé Chantal, qui est à ce stade un prototype. L'adresse, elle marche déjà, mais nous n'avons pas encore l'infrastructure qui ont les trois outils précédemment présentés que vous pouvez déjà utiliser sur les adresses indiquées. Et je vais vite les rappeler. L'adresse de Morphetic, c'est tal Unif Paris 13 Morphetic. L'adresse de NeoVey, c'est tal Paris 13 NeoVey. Et l'adresse de SDMC, c'est pareil, tal, il y a l'IPN Unif Paris 13 SDMC. Donc, en ce qui concerne Chantal, nous avons voulu combiner ces outils, faire un pipeline qui les combine. Donc, bon, on va offrir un login, mais aussi la possibilité d'utiliser l'outil sans login. Ici, par exemple, je vais charger un corpus, un petit texte de la Voix du Nord. Et donc, j'ai donc quelques informations sur mon corpus. Et la langue, c'est le français. Et l'auteur. J'envoie mon corpus au serveur et le texte, il est rapatrié. Et maintenant, j'ai les trois outils qu'on vient de voir. Donc, du coup, puisque je veux voir... j'ai oublié la phrase de cela, mais je veux dire que le petit prince, il binge watch des séries. Donc, je vais ajouter SDMC à la chaîne et c'est ici que j'ai paramètres les gaps dont Thierry vous a parlé, la taille et la forme, les motifs que je vais chercher. Je les rajoute à la chaîne, d'accord? Donc, il est paramétré. Ma chaîne commence par traiter des motifs. On cherchait sur un corpus journalistique des motifs. Et après, je voudrais chercher des néologismes. Je m'intéresse au binge watching, mais je vais chercher tout ce qui est nouveau dans ces corpus journalistiques avec un premier filtrage par des motifs. Et du coup, ici, je vais paramétrer NeoVey. Et évidemment, ici, il y a encore peut-être je viens de le voir, ici, il y a encore peut-être un travail à faire pour étendre un peu les paramètres et faire qu'on puisse profiter au maximum de l'outil. Parce que rien qu'à voir ta démonstration, on voit que tu as beaucoup plus de force de paramétrage que ce qu'on offre ici. Mais bon, j'ai rajouté NeoVey. Et après, j'ai dit, voilà, je vais lancer mon traitement. Je vais vérifier mes paramètres. Je valide. Et éventuellement, je vais mettre une adresse pour qu'il me prévienne lorsque le traitement sera fini. Et après, quand je suis prévenu que mon traitement c'est fini, j'aurai ici une page où il y aura mes traitements, ceux qui sont en cours, ceux qui ont échoué, ceux qui ont finalisé dans un état normal. Donc, et ça, c'est l'outil de visualisation. Que, bon, en ce moment, c'est vraiment un prototype, mais l'idée est ça c'est l'article journalistique que je viens de télécharger, et l'idée est de pouvoir avoir des couches colorées où je peux voir et les motifs, et les néologismes, et aussi la sortie de chaque outil. D'accord? Et donc, la sortie, la liste des néologismes et la liste des motifs. D'accord? Et bon, la plateforme, elle a
L'idée, c'est d'avoir une ample variété d'outils, autant développés par RCLN que des outils comme l'analyseur morphosyntaxique Tritager, comme des outils de traitement de conversion de formats, comme des outils, et peut-être avoir des outils d'analyse profonde basés sur des réseaux de neurones, ce qui permettrait aux linguistes aussi d'avoir une espèce en boîte noire et des outils de pointe qu'on est en train de développer avec des modèles entraînés, avec des corpus volumineux. Donc, bon, c'est ça qu'on voulait vous montrer. Et voici l'adresse de Chantal. Mais si vous mettez SDMC, Neoveil ou Morphetic, vous avez les autres outils qui sont déjà mûrs pour l'utilisation. Et bon, et là, on vous remercie et on est ouvert à vos questions si jamais il y en a. Et s'il n'y en a pas, c'était un plaisir d'être invité par vous. Il y aura des questions. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. Je crois que pour les non-linguistes, ça peut paraître un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un guide d'utilisation? Est-ce que vous avez préparé quelque chose, voilà, par exemple, pour les non-linguistes? Ou vous voulez préparer un guide? Vous envisagez? C'est une excellente question. Et nous avons sur l'adresse LIPN Wiki, et c'est là que nous devrions documenter l'outil. À vrai dire, bon, en tant qu'ingénieur, et par le moment, on veut que ça marche. Mais c'est vrai que sur les wikis des équipes RCLN, on pourrait avoir une doc pour les outils. Avec donc, un lien de Chantal vers avec un lien de Chantal. Donc, je pense qu'on va le rajouter au cahier de charges parce que c'est une très bonne remarque et c'est nécessaire si on veut que ce genre d'outils soient utilisés par la communauté des sciences humaines et sociales. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a quand même, bon, pour Chantal, comme c'est un développement en cours, il n'y a pas vraiment de doc. Mais par contre, pour les trois autres outils, a priori, ils ont déjà une doc utilisateur, en fait, qui est plus développée. Est-ce que vous pouvez nous envoyer peut-être votre présentation, c'est la première chose, et aussi des liens vers chaque outil, plus en fait la documentation. Je crois que ce serait… On va inclure les liens dans la présentation et après on vous l'envoie. Oui, ce serait bien, comme ça nous allons envoyer votre présentation à tous les participants du colloque. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que vous avez vu? J'aurais une question, si c'est possible. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Merci, merci pour cette présentation très rapide. Alors effectivement, il serait très utile d'avoir des liens, les liens que vous avez cités tout à l'heure pour pouvoir y accéder et faire quelques exercices. Voilà. Mais je voudrais vous demander s'il y a, et j'imagine qu'il y en a justement, s'il y a des limites par rapport à la taille du corpus que l'on peut utiliser, c'est-à-dire on peut utiliser son propre corpus, par exemple en format brut, c'est génial, mais justement la question se pose, est-ce qu'il y a des limites par rapport à la taille de ce corpus que l'on peut justement utiliser avec vos outils? Est-ce que… Oui, merci. La réponse dépend en fait de chaque outil. Oui. Et là, ça va, j'en entends un truc bizarre. C'est l'écho. Je peux répondre pour Neoveil. En fait, Neoveil, ça va être beaucoup plus rapide d'ailleurs. Vous ne pouvez pas charger a priori vous pouvez indiquer en fait un site web qui vous intéresse. Et ensuite, l'outil va se débrouiller tout seul, entre guillemets, pour récupérer les pages au fur et à mesure du temps. Donc là, finalement, il n'y a pas de limite de taille, mais par contre, vous ne pouvez pas rajouter, par exemple, un fichier texte que vous auriez sur votre machine, etc. Voilà, ça c'est la réponse pour Neoveil. Pour la fouille de motifs, il n'y a pas de limite de taille. Sauf que le problème, c'est que plus le corpus va être gros, plus le temps de traitement, d'extraction des motifs va être long. C'est pour ça qu'on a fait une procédure d'envoi de mail pour prévenir quand le résultat, parce que ça peut prendre 5 secondes ou 1 seconde, mais ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon la taille et surtout selon les paramètres.
selon les paramètres, on va avoir quelques centaines de motifs, mais ça peut aller jusqu'à des millions de motifs extraits. Ah, ok. Mais sur le corpus, la taille du corpus, non, il n'y a pas de limite. Après, c'est le problème, c'est le temps de traitement. D'accord. Merci infiniment. J'ai posé cette question parce qu'il y a des outils comme ça pour l'analyse du polonais qui ont été élaborés dans l'Institut, ça s'appelle en fait Instytut Podstaw Informatyki pour ceux qui connaissent le polonais, mais en fait c'est un institut qui en fait justement élabore ce type d'outils pour le traitement de la langue. Et en fait là, on peut faire plus ou moins les mêmes on va dire, opérations, mais il y a des limites quant à la taille du corpus. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que, justement, je me demandais si il faut faire attention, justement, à la grandeur des données que l'on voudrait analyser. Par rapport à Chantal, nous sommes en train de les concevoir sur un gros serveur avec beaucoup de disques, de sorte qu'on puisse rapatrier des téléversés de corpus assez volumineux, et aussi avoir des corpus disponibles déjà téléversés ou déjà, disons, pré-traités pour les chaînes de traitement et volumineux, puisque notre intention, c'est aussi d'intégrer des outils d'apprentissage profond basés sur des réseaux de neurones qui sont très gourmands en données. Mais après, c'est vrai que c'est une autre belle question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe si Chantal permet la manipulation d'un corpus volumineux, mais après, l'outil a des limites. Donc, il faudrait aussi avoir un paramètre comme quoi, disons un paramètre d'après un test de stress de chaque outil, c'est-à-dire lui lancer beaucoup de données et voir jusqu'où elle tient. Ouais. Mais merci pour la question. Merci. Ouais, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous appelez un corpus très volumineux pour vous? En fait, je sais pas exactement combien, en fait, quelle est la grandeur du corpus que j'ai auquel j'ai accès. En fait, ce sont des données qui ont été extraites à partir de Common Crawl. Donc, vous savez que Common Crawl, c'est immense, mais en fait, j'ai fait une extraction. En fait, bon, c'est une partie de ce très, très grand corpus. Je pense que cette partie est quand même assez grande toujours, même si elle est beaucoup plus petite qu'en fait Common Crawl. J'ai pas mesuré, j'ai pas vérifié combien quelle est la taille exacte. Donc, il faudrait que je regarde et éventuellement, je pourrais vous contacter après. Elle a tenu, cette donnée a tenu sur votre machine? En fait, je ne l'ai pas fait sur ma machine à moi. C'est un ami qui l'a fait sur un serveur extérieur, comment dire. Et voilà. Oui, Donc, parce qu'en fait, bon, on n'a pas vraiment réfléchi en fait à cette problématique. Mais effectivement, des données, des extraits de Common Crawl, ça donne tout de suite des très gros volumes. oui. Et je pense que nous, on va réfléchir en fait à non pas stocker sur nos serveurs en fait les données, mais interroger des corpus qui sont stockés ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de corpus en plus qui sont accessibles et qui peuvent être exploités de mille et une manières, mais sans avoir à les stocker, parce que là, votre corpus, s'il fait 10 gigas, je dis n'importe quoi, En fait, moi-même, je suis curieuse maintenant quelle est sa taille. En fait, c'était pas Common Crawl exactement, mais Oscar qui est une version dédupliquée de Common Crawl. Donc, il faudrait... Bon, je vais regarder de toute façon, parce que je suis curieuse maintenant. Après, il y a des, enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais il y a aussi des manières plus efficaces de stocker un corpus et de pouvoir interroger un corpus que, par exemple, un stockage purement sur un disque. Maintenant, il y a des manières, parce que si vous avez un fichier de 10 gigas, de toute façon, si la lecture est séquentielle, ça va mettre des plombes. Mais maintenant, il y a des accès beaucoup plus instantanés, même sur du très, très gros corpus. Et bon, là, on passe à la technique, hein, mais c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gros corpus, et que ce soit Oscar ou comment, effectivement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler sur ces données-là. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. N'oubliez pas de nous envoyer, en fait, la présentation est avec des liens. Et bon, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bon, je sais, peut-être l'année prochaine, soit à Cracovie, soit à Paris. Merci encore une fois. Et nous, on a maintenant 45 minutes de pause. Oui. Ok. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, à vous. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est la pause déjeuner maintenant, non? On a un peu de temps quand même. Et oui, du coup, c'est la pause déjeuner. Ça reprend à 14h45. Alors, Nous, on a encore maintenant un petit essai avec Olivier. ah d'accord. Donc je vous laisse travailler. Et puis parce que tu disais en fait qu'on se retrouvait dans 15 minutes, mais non, enfin, c'est la pause déjeuner. 45 minutes. 45 minutes. Ah d'accord. 45. Ah, peut-être j'ai dit 15. Mais oui, c'est 45 minutes parce que normalement, on devait terminer à 13h45, oui. Oui. Et on a un tout petit peu dépassé la limite, mais bon, Pas tant que ça. 45 minutes. Bon, alors à tout à l'heure et nous, on fait un petit essai. Oui, Merci. je vous laisse travailler. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Et bon appétit, hein. Merci. À toi aussi. Jak się masz, Ala? Dużo było tych? Dużo do ciebie pisze? Z problemami? Masz wyłączony mikrofon, nie wiem czy jesteś. Nie wiem, Alu spotyka, nie wiem, zaraz zadzwonię.